Bonjour à tous, soyez les Bonjour. bienvenus sur un nouveau webinaire de l'assurance maladie de Moselle. Alors aujourd'hui, pour cette rentrée de septembre, on va vous parler des dernières actualités au niveau de l'assurance maladie et notamment à la grosse actualité, c'est Caroline qui vous en parlera, c'est le CERFA sécurisé. Alors le temps que les derniers participants arrivent, on va peut-être se présenter un petit peu et puis vous expliquer Oui, comment la va se dérouler logistique. ce webinaire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Je te laisse commencer, Caroline. Oui, donc moi je suis Caroline Marigny, donc je suis chargée de la relation entreprise sur l'assurance maladie de la Moselle. Donc, je me présente, Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une nouvelle personne. Je te laisse te présenter, du coup, Delphine, Delphine Bernard-Castille, chargée de projet prévention à la Caisse primaire de Moselle. qui va du coup nous faire un petit point exceptionnel sur la prévention et notamment la qualité de l'air. Alors, au niveau des modalités Oui. pour ce webinaire, donc le webinaire va durer à peu près une petite heure. Mhm. Voilà. Voilà, au niveau des inscrits, donc on attend à peu près 323 inscrits, donc on laisse encore arriver les employeurs. Le support, comme d'habitude, il vous sera donc transmis à l'issue du webinaire par mail. Les replays, donc c'est pour ça qu'on enregistre toujours nos webinaires pour pouvoir vous les remettre à disposition sur YouTube. Donc vous pouvez les retrouver, tous nos webinaires employeurs, donc sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle, sur webinaire employeur. Au niveau des questions, donc là on a différentes parties. On va essayer de répondre à vos questions à l'issue de chaque partie, puisque sur des flash actus, c'est des thèmes bien précis. Mais sinon, on se laisse toujours du temps à la fin du webinaire pour reprendre toutes les questions si on n'a pas eu le temps de tout répondre. Toujours intervenir sur vos questions sur le petit icône questions et réponses, parce qu'on n'ouvre que celui-ci. Si déjà vous pouviez nous faire un petit retour juste pour nous dire si vous avez le son et si vous avez Alors, bien le je te diapo. confirme, on a bien le son, Ah, l'image est bonne, on a déjà les on a employeurs déjà qui ont les l'habitude de employeurs. nous suivre, D'accord, qui ont l'habitude de nous parfait. dire tout est OK, le son fonctionne, l'image est OK, Bon, bah, c'est parfait. donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, c'est très bien. On va pouvoir commencer. Je vais vous présenter le sommaire. Alors, donc, plusieurs parties. Donc, on va laisser déjà Delphine donc, nous parler de la santé de vos salariés, l'environnement et vous. Ensuite, ben, on va faire un focus sur le nouveau prescripteur d'arrêt de travail autorisé. Mathieu vous en parlera. Je vous parlerai du nouveau CERFA sécurisé, les points d'attention pour détecter un faux arrêt de travail, l'enchaînement des prescriptions d'arrêt de travail, et ensuite on vous parlera de notre rencontre qu'on a prévue, un événement qu'on organise, donc on vous en parlera à l'issue du webinaire. Voilà, et bien écoutez, si tout le monde est arrivé, on démarre ce webinaire, et du coup, c'est Delphine qui a la parole avec la santé de vos salariés, l'environnement et votre rôle à vous en tant qu'employeur. Et Delphine, je crois que pour commencer, tu avais une petite question pour un petit peu mieux comprendre l'importance de la qualité de l'air. Oui, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la santé environnementale. Donc c'est une thématique qui est devenue prioritaire pour l'assurance maladie parce que cela impacte la santé de tous, du plus petit au plus âgé. Donc pour démarrer, une petite question. À votre avis, combien de litres d'air respirons-nous chaque jour? 8 000 litres, 10 000 litres ou 14 000 litres? Je précise là, il n'y a qu'une bonne réponse. Et il n'y a rien à perdre et rien à gagner, c'est juste pour votre culture personnelle, donc n'hésitez pas à participer. Donc 8000 litres, 10 000 litres ou 14 000 litres. Donc on laisse quelques petites secondes pour vous permettre de répondre. Caroline va faire le petit décompte. Ah, je décompte. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. On va mettre fin au sondage et on va vous donner tout de suite les résultats. Voilà, alors je vous partage les résultats. Donc il y avait 7% qui pensent que c'est 8000 litres d'air, 56%, donc la majorité qui pense 10 000 litres, et 37% qui pensent que c'est 14 000 litres. Et du coup, je laisse Delphine donner la réponse. Voilà, on clique. Donc la bonne réponse était, Donc la bonne réponse, c'est 14 000 litres d'air. Un adulte se respire entre 12 et 18 fois chaque minute. Donc l'air que l'on respire est très importante et plus la qualité est bonne et plus notre santé sera bonne. Il faut savoir que pour les enfants, c'est encore pire puisqu'ils respirent plus vite que nous et ont une fréquence cardiaque plus élevée. Donc voilà l'importance d'avoir une bonne qualité de l'air. Donc c'est pour ça qu'on va vous en parler aujourd'hui.
Alors, du coup, l'air que nous respirons a un impact sur notre santé. Assurer une bonne qualité de l'air à l'intérieur des bureaux ou des locaux de travail, c'est très important. Ça permet d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail de vos salariés. Donc, effectivement, nous passons une majorité de notre vie en milieu clos et notamment dans le lieu de travail. Donc, les espaces clos, comme les bureaux, peuvent accumuler des polluants et les sources sont diverses. Ça peut venir des sols, par exemple, si vous avez une moquette avec des produits pour éviter que ça s'inflamme. Vous avez les mobiliers avec des cols qui sont utilisés dans les matériaux. Ça peut venir aussi de l'aération, si elle n'est pas entretenue correctement, ou des produits d'entretien, si vous utilisez des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc tout ça, ça fait un cocktail de produits qui peuvent se répandre dans l'intérieur des bureaux. Quelques mesures simples à adopter. Déjà, vous pouvez sensibiliser vos équipes à aérer régulièrement l'espace de travail si cela est possible. Donc, aérer, c'est vraiment ouvrir les fenêtres. Je sais que dans certains locaux, on ne peut pas ouvrir correctement les fenêtres, mais si c'est juste entrouvert, ça ne suffit pas pour aérer correctement. Il faut aussi également rechercher les sources d'humidité pour les combattre et éviter justement les moisissures. On va aussi veiller à vérifier la ventilation pour qu'elle soit efficace et faire attention aussi aux matériaux qu'on utilise. S'il y a des réparations, par exemple, veiller à utiliser des matériaux de construction qui soient aux normes, des décorations qui ne soient pas polluantes et des produits d'entretien qui soient peu émissifs. Donc, pour ça, il faut veiller aussi au logo que vous pouvez voir apparaître sur les produits. Donc, pour vous aider, vous pouvez consulter le site de l'INRS. Vous avez tout un dossier sur la qualité de l'air en entreprise. On vous propose aussi d'autres outils que nous avons conçus à la caisse primaire. Donc, c'est une plateforme d'information. Vous pouvez y aller soit par le lien, soit par le QR code, qui vous permet d'aller soit sur Air et Santé. Donc, Air et Santé, c'est toutes les informations sur la qualité de l'air pour le grand public, pour les professionnels. Et vous avez également des ressources. Donc là, vous pouvez proposer à vos salariés de s'informer. Vous pouvez vous informer vous-même. Donc, vous avez tout des rubriques sur différents points importants par rapport à la qualité de l'air intérieur et extérieur. Et vous avez également un autre site, c'est perturbateurs endocriniens, donc ça s'appelle Un Nissin pour mon bébé. Si vous avez par exemple des employés enceintes ou qui souhaitent avoir des enfants, c'est important qu'ils soient informés également sur tout ce qui peut avoir un impact sur la santé du futur enfant. On vous propose également un outil, un jeu, donc pour vos salariés ou pour vous-même. Vous pouvez donc flasher le QR code et arriver sur un jeu sur la qualité de l'air intérieur. Donc vous avez la possibilité de répondre à des questions, essayer de voir quelles sont les sources de pollution à l'intérieur d'un logement et également retrouver toutes les informations pour essayer d'améliorer la qualité de l'air chez vous et en entreprise. Donc, notre service prévention peut vous accompagner à la mise en place d'actions de prévention au sein de vos entreprises sur la santé environnementale, mais également sur les dépistages des cancers. Peut-être certains l'avaient déjà vu dans des flash actus précédents. Cancer colorectal, cancer du sein ou cancer du col de l'utérus, mais également les vaccinations ou autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le mail. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez un accompagnement. On pourra soit vous accompagner directement, vous proposer des outils ou vous rediriger vers des associations qui sont expertes sur les thématiques. Voilà. Oui. Merci beaucoup Delphine. Je crois que c'était le dernier slide concernant la qualité de l'air. Je ne sais pas si les employeurs ont quelques questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Delphine a mis son adresse mail. Si des questions vous venez, vous pouvez toujours la contacter ou contacter son service. Moi, je pense que c'est vraiment important hein, que tu soulignes hein, justement, Delphine, que vous mettez beaucoup de choses en place à destination des entreprises et que vraiment, hein, vous êtes vraiment prêt à déployer hein, des actions au sein des entreprises, aussi bien sur la santé environnementale que sur tout ce qui est dépistage. Hein. Donc vraiment, si jamais vous souhaitez faire des actions en interne hein, de votre côté, Mm. n'hésitez vraiment pas à les contacter. Hein. Il y a toute une équipe, hein, je crois que vous êtes presque une dizaine au niveau de la prévention. Hein.
Donc, n'hésitez pas à les contacter par mail. Et puis, de toute façon, si jamais on a des questions dans le sondage ou dans l'enquête de satisfaction, on n'hésitera pas à te les soumettre, Delphine, pour que tu puisses Pas de souci. recontacter nos entreprises de Moselle. Merci à Super, toi. bah, écoute, il n'y a pas de questions. Donc, je te remercie en tout cas, Delphine, Merci beaucoup, Delphine. pour ta participation aujourd'hui. Et puis, du coup, nous, on va Bonne journée à enchaîner toi. du coup, sur le deuxième point. Bonne journée à toi, Delphine. Merci encore. Alors, le deuxième point, c'est un nouveau prescripteur d'arrêt de travail qui est autorisé. Alors, je sais, vous vous demandez, bah, qui c'est? Eh ben, c'est tout simplement l'infirmier en pratique avancée. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en interne, l'IPA. Alors, qu'est-ce que c'est un IPA? C'est finalement un infirmier, on va dire, spécialisé qui a suivi une formation de 2 ans, lui permettant d'acquérir un diplôme certifié et qui va lui permettre de soutenir les médecins dans l'exercice et notamment dans la prise en charge de certains patients pour certaines pathologies. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, l'infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier spécialisé. Alors, depuis le 25 avril 2025, et ben, du coup, un infirmier en pratique avancée est autorisé à prescrire des arrêts de travail jusqu'à 3 jours pour les patients qu'il suit et toujours dans le respect du domaine de son intervention. C'est permis grâce à un arrêté du 25 avril 2025 qui modifie l'arrêt précédent du 18 juillet 2018. Attention, l'infirmier en pratique avancée, il peut être salarié d'un établissement de santé. Par contre, dès lors qu'il prescrit une prescription réalisée dans le cadre de l'activité en lien avec le RPPS de l'établissement de santé, à ce moment-là, l'arrêt de travail n'est pas concerné par cette mesure. On rappelle que cette mesure des 3 jours, c'est uniquement pour les arrêts qu'il va prescrire dans le cadre de son activité libérale. Voilà, donc c'est pas tous les infirmiers, c'est uniquement les infirmiers en pratique avancée. Avancée. Donc, il se peut que vous, il y a certains de vos salariés qui vont être suivis par un infirmier en pratique Libéral. avancée Oui. qui va peut-être avoir un arrêt de travail prescrit par un infirmier IPA. Donc, ne soyez pas étonnés, on vous donne l'information, ça Voilà. peut arriver, mais voilà, attention, c'est uniquement jusqu'à 3 jours maximum. Petite précision, on fait un petit rappel des prescripteurs et des prescriptions. Attention, on rappelle que tous les professionnels de santé qui prescrivent des arrêts de travail sous format papier doivent obligatoirement maintenant passer par un CERFA sécurisé. On y reviendra un peu longuement Oui. dans Après. l'étape juste après, dans le petit point après, mais on voulait quand même le souligner déjà à cette étape. Petit point d'attention, on rappelle, c'est vraiment juste un rappel, que pour un arrêt de travail, il faut obligatoirement qu'il y ait une consultation médicale ou éventuellement une téléconsultation par un professionnel de santé. Tous les arrêts qu'on achète sur Internet, c'est pas autorisé, c'est pas légal et ça ne On y sera pas reviendra pris aussi après. en compte. On reviendra aussi sur les petits points de fraude. Petite précision également, les arrêts de téléconsultation ne sont qu'autorisés à être prescrits jusqu'à 3 jours. Ils ne doivent pas porter la durée d'un arrêt au-delà de 3 jours. Sauf si c'est un médecin, le médecin traitant du salarié qui le voit par téléconsultation ou éventuellement une sage-femme référente. On vous remet la petite liste de tous les professionnels finalement qui sont autorisés à prescrire un arrêt de travail. Vous la connaissez déjà probablement. Donc il y a le médecin généraliste ou éventuellement son remplaçant, un médecin spécialiste, des médecins hospitaliers, un médecin retraité, un chirurgien dentiste, la sage-femme. Par contre, petit point de vigilance sur la sage-femme, elle est que autorisée à prescrire dans 2 situations, donc vraiment les avoir à l'esprit. C'est dans les cas de grossesse non pathologique, autrement dit, la petite coche des 14 jours qu'on indemnise Oui. au titre de la maternité, elle n'est pas autorisée à prescrire, elle n'est pas autorisée à mettre cette petite coche. Donc attention, sinon on a ces 14 jours pathologiques qu'on indemnise au titre d'une maternité qui sont prescrits par une sage-femme. On est obligé de rejeter l'arrêt de travail et de demander à ce qu'elle fasse un correctif. Elle ne peut que prescrire des arrêts qui seront indemnisés au titre de la maladie. Et deuxième cas de figure où elle peut prescrire, c'est dans le cas des interruptions de grossesse par voie médicamenteuse. Par contre, attention, là, elle est limitée à 4 jours calendaires qu'elle peut renouveler une seule fois. On vous a mis les articles qui vont avec. Et puis à cette longue liste s'ajoute du coup maintenant l'infirmier en pratique avancée depuis le 25 avril 2025. Par contre, attention, limité à À 3 trois jours. jours. Voilà. On a déjà des questions sur le CERFA sécurisé. On y répondra après. Alors peut-être juste un petit point sur la téléconsultation. Qu'est-ce qui se passe si Ah oui. ce n'est pas le médecin et qu'il prescrit 3 jours? Qu'est-ce que vous devez faire vous en tant qu'employeur? Alors attention pour les arrêts, j'allais dire par téléconsultation.
Alors vous, en tant qu'employeur, normalement, vous n'avez pas la petite mention consultation. C'est vrai que pour vous, c'est un petit peu transparent. Alors quand je dis un petit peu, c'est pas tant que ça parce que souvent, vous le remarquez, hein, que c'est de la téléconsultation quand vous voyez que c'est des médecins qui prescrivent depuis Bordeaux, Paris avec leur numéro finesse. Voilà, vous vous doutez qu'il y a de la consultation derrière. Mais dans tous les cas, finalement, vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas refuser un arrêt de travail. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va faire des recherches Oui, et si on voit que c'est un arrêt qui est prescrit en téléconsultation et que c'est plus de 3 jours, on va l'enregistrer. Par contre, les indemnités ne seront pas dues. En fait, il y aura des indemnités qui partiront à zéro. Votre salarié aura un courrier et s'il y a subrogation, il y aura un courrier d'information à vous, employeur, en disant que les indemnités ne sont pas dues pour la période du haut. Et après, vous, en tant qu'employeur, vous êtes libre de vous rapprocher de votre salarié pour savoir pourquoi c'est pas indemnisé, quelle est la notification qu'il a eue et éventuellement après voir avec vos services juridiques et ce qui est prévu au niveau de oui, vos conventions, est-ce que vous êtes autorisé à retenir et à c'est ça. reprendre C'est un son peu la salaire? question d'Axel qui nous dit si l'arrêt de travail n'est pas conforme, l'employeur doit faire le maintien de salaire. En fait, nous, on ne va pas rentrer dans cette problématique de maintien de salaire ou pas. Nous, on va vous dire ce que nous, en caisse primaire, on va faire. Donc, effectivement, comme vous l'expliquez, Mathieu, le risque, c'est que nous, on n'indemnise pas, hein. On va quand même être sûr que ça soit pas le médecin généraliste, un remplaçant. On va faire des petites investigations. Nous, on n'indemnisera pas. Maintenant, est-ce que vous, vous êtes obligé ou pas de faire le maintien de salaire? Il faut voir dans vos conventions collectives, est-ce que effectivement, si vous avez un refus caisse primaire ou des indemnités à zéro de la part de la caisse primaire, est-ce que vous êtes tenu de les verser ou pas à votre salarié? Ça, c'est pas de notre ressort, malheureusement. Au fait, si vous voulez, dès qu'on indemnise à 0 euros, on fera toujours une information à vous, entreprise, Employeur, s'il y a subrogation. Par contre, effectivement, il n'y aura pas le motif du pourquoi c'est à zéro. C'est à vous après de voir avec votre salarié si il vous le transmet le motif, parce que lui, sur sa notification, il a le motif. voilà. Et Mais puis après, après, à vous de voir si à réception du courrier CPM qui vous mentionne juste qu'il n'y aura pas est-ce que d'indemnité, légalement, vous avez le voilà, droit, par exemple, de comme faire vous des avez notre, retenues sur voilà, salaire des pour retenues. récupérer des indemnités que En vous fait, n'aurez les pas. conventions sont tellement vastes. Certains employeurs nous disent qu'ils y arrivent avec notre courrier, ils peuvent faire des retenues, ça dépend des conventions. Nous, dans tous les cas, on vous fait le courrier. Après, à vous de voir en interne, en fait. Voilà, au niveau du prescriptif, Voilà, hein, on va passer au CERFA. on va Gros passer sujet. au gros sujet, du coup, Alors, effectivement, le nouveau CERFA, le nouveau sécurité. CERFA, voilà. Alors, donc déjà, voilà, on vous le montre si vous ne l'aviez pas encore vu. Bon, je pense que beaucoup de monde ont déjà vu le nouveau CERFA sécurisé d'avis d'arrêt de travail. Donc, depuis le 1er juillet 2025, il existe ce nouveau CERFA sécurisé. Il est obligatoire pour tous les prescripteurs utilisant le format papier. Une tolérance était appliquée jusqu'au 31 août, permettant à tous les prescripteurs de bénéficier de ce nouveau CERFA. En fait, il fallait pouvoir fournir tous les prescripteurs. Donc, il y a eu une tolérance qui a été validée jusqu'au 31 août. Seul le volet 1 comprend les éléments de contrôle sécurisés. Donc, ceux que vous voyez à l'écran, on ne va pas vous les détailler, mais vous les voyez un petit peu à l'écran sur le volet 1. Il faut savoir que les volets 2 et 3 restent inchangés. Donc vous, hein, côté employeur, c'est transparent. Voilà. Le nouveau CERFA, donc depuis le 1er septembre, tous les anciens CERFA papier sont systématiquement rejetés par la caisse primaire. Tout ce qui est scanner et photocopie ne peuvent être acceptés et sont donc non recevables. Ils sont renvoyés au prescripteur afin qu'il puisse transmettre à l'assuré concerné un arrêt de travail rectificatif établi à l'aide du CERFA sécurisé. Et nous, caisse primaire, on en informe l'assuré. Donc, dès lors qu'on reçoit un CERFA papier qui n'est pas sécurisé, on va le retourner au médecin pour qu'il nous transmette le certificat rectificatif à l'aide du nouveau CERFA. L'utilisation de ce formulaire CERFA sécurisé permet de diminuer significativement les risques de fraude et de falsification, hein. De ce fait, il permet une fiabilisation des informations transmises par le prescripteur. Qu'est-ce qui se passe en fait si on reçoit donc réception d'un arrêt papier sur un ancien formulaire? Donc, ils sont un arrêt de travail, mais effectué sur un ancien CERFA, pardon. Comme je vous le disais, la CPM retourne l'arrêt à l'assuré et au praticien afin de demander le volet 1 CERFA sécurisé. Il est possible qu'on reçoive des faux CERFA sécurisés. Donc là, on rentre dans des arrêts frauduleux. Donc effectivement, on va être vigilant aussi sur les nouveaux CERFA. Il se peut qu'on en reçoive. Et qu'est-ce qui va se passer si on reçoit des faux CERFA sécurisés?
Nous, on ne va pas pouvoir les mémoriser, donc il va y avoir aussi des investigations faites en interne caisse primaire. Ces arrêts ne seront pas mémorisés, ils seront retournés à l'assuré et des sanctions pourraient être engagées par la CPAM auprès de l'assuré. Alors, il y a une petite modification aussi visuelle sur ce nouveau SERPA, en plus des points de contrôle. En fait, si je crois que vous n'aviez pas l'accès à toutes les cases, mais au départ, les médecins devaient compléter si oui ou non c'était en rapport avec une affection de longue durée, état pathologique de grossesse, accident de travail, décès d'un enfant. Donc, il y avait des cases oui, en rapport ou sans rapport. Maintenant, en fait, sur le nouveau SERFA, le médecin a juste une case à cocher si c'est en rapport ou pas. En fait, il doit juste cocher. Donc, on va être vigilant aussi parce qu'il y a la suppression des cases non. Le médecin aura juste à cocher la oui. Alors, il faut que les médecins, il y a eu une communication qui a été faite auprès des médecins pour leur rappeler qu'attention, il y a une colonne qui a été enlevée. Si le médecin, par erreur, il coche toutes les cases, effectivement, on va lui retourner pour qu'il corrige. C'est normal. Pas avoir une affection de longue durée, un accident ou le décès d'un enfant. Donc, les médecins, ils sont prévenus. Voilà, il y a cette petite modification aussi sur le nouveau SERFA sécurisé. Donc ça risque, en fait, nous, de notre côté, si on reçoit un arrêt où tout est coché, on va faire De, un retour du coup au médecin pour qu'il corrige et qu'il nous informe est-ce qu'il est en arrêt ou non avec les différents, j'allais dire, les différentes mentions. Et il risque peut-être d'y avoir des délais supplémentaires au niveau de Complémentaire. l'indemnisation. Je vais juste vous le dire pour que vous soyez un petit peu informés que voilà, si c'est mal complété, malheureusement, on va devoir faire un retour pour savoir est-ce que l'arrêt est en rapport ou non avec une des quatre pathologies. Voilà. Alors, on va Voilà. peut-être prendre un petit peu. On va essayer de prendre quelques petites questions pour répondre. Alors, j'ai un employeur qui nous demande si le SERPA numéro 3 est inchangé, comment nous, en tant qu'employeur, on va savoir si le SERPA est conforme et s'il est sécurisé ou non. Alors, si vous voulez, nous, le SERPA sécurisé, il a été mis en place pour que nous, côté CPM, on puisse s'assurer que c'est un vrai arrêt de travail qui a été prescrit par un médecin. Le CERFA, il y a des contrôles qui sont visibles, j'allais dire, à l'œil nu. Vous allez le voir quand vous allez avoir le CERFA papier. Si jamais vous avez un arrêt de travail qui est prescrit sur un format papier, vous allez voir que visuellement, il change. Il y a des bandes réfléchissantes, il y a des choses qui sont un petit peu visuelles à l'œil nu. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visuelles à l'œil nu et que nous, côté CPM, on peut voir pour déceler si c'est un vrai arrêt de travail ou non. Donc, vous, en tant qu'employeur, j'allais dire, les points de contrôle qui sont non visuels, vous ne pourrez pas de toute façon faire un point de contrôle de votre côté. Donc c'est pour ça qu'au niveau national, le volet 3 reste inchangé parce que vous, de toute façon, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas le visuel et on ne pourra jamais vous communiquer quels sont tous les points de contrôle sur le CERFA sécurisé, justement, pour que ce CERFA reste sécurisé et qu'il n'y ait aucune fraude qui puisse être faite par des éventuels fraudeurs. Donc, dans tous les cas, on ne vous donnera jamais les informations pour vous donner quels sont les points de contrôle qui sont visuels, visibles à l'œil nu, et quels sont les points de contrôle qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous ne pourrez jamais être sûr à 100%, même si vous donnez déjà les points de contrôle sur les éléments qui sont visibles à l'œil nu, vous ne pourrez jamais faire les contrôles sur tous ceux qui ne sont pas visuels, qui ne sont pas Voilà, visibles. visible. Oui. Donc, dans tous les cas, vous, en tant qu'employeur, ce qu'il faut faire, c'est, dans tous les cas, le CERFA, il n'est pas sécurisé pour vous. Donc, dès que votre salarié vous donne un arrêt de travail, j'allais dire, il y a le principe de bonne foi. L'arrêt de travail est justifié et prescrit par un médecin. Donc, vous ne pouvez pas le rejeter. Par contre, soyez vigilants. On y reviendra dans la partie Oui, dans la d'après. partie d'après, Tous les points de contrôle que vous pouvez faire en tant on va vous donner qu'employeur les pour astuces. visualiser est-ce que potentiellement c'est un vrai ou pas. Et s'il y a un doute, on vous donnera le signalement, l'adresse L'adresse mail mail. sur laquelle il faudra nous faire un signalement. On Mais va, vous ne pouvez pas refuser le volet 3, mais vous pouvez quand même faire des investigations de votre côté et nous le signaler si jamais il y a un doute qui persiste. Alors, les hôpitaux sont à la traîne pour le nouveau format papier, puisque vous recevez encore des arrêts établis par les urgences sur l'ancien document non sécurisé. Seront-ils indemnisés? Alors, les bulletins d'hospitalisation, en fait, ils sont pas, comment dire, concernés par ce SERFA. Vous allez recevoir quand même les bulletins d'hospitalisation comme précédemment. Maintenant, si c'est un chirurgien qui fait un arrêt de travail papier, effectivement, là,
il doit le faire aussi sur le CERFA sécurisé. Donc, on a dit à compter du 1er septembre, là, en caisse primaire, on commence à mettre en place les retours aux salariés et aux médecins. Il y a un employeur qui nous demande est-ce qu'il y aura un retour par compte rendu? Alors non, hein, si jamais on tope un arrêt frauduleux, nous, de toute façon, comme le disait Caroline, on va pas l'enregistrer, on va faire un retour à l'assuré avec un courrier spécifique. Éventuellement, en fonction j'allais dire du préjudice, la CPM peut engager des procédures, mais vous, en tant qu'employeur, vous aurez à ce jour pas d'informations. Alors peut-être que ça sera peut-être amené à évoluer, mais en tout cas, quand on aura votre attestation de salaire, on mettra juste arrêt de travail non indemnisable. On fera une information à l'assuré qui a fraudé pour lui dire que l'arrêt frauduleux ne sera pas enregistré ni indemnisé. Et s'il y a une subrogation, pareil, on fera un courrier à vos entreprises pour vous informer que l'arrêt ne donnera pas lieu à une indemnisation, qu'une notification a été adressée à votre salarié et que vous pouvez lui demander la notification. Alors, Axel nous demande, on a un ancien CERFA avec un arrêt qui débute le 29 août et qui se termine le 5 septembre. Donc là, on ne va pas refaire faire un CERFA sécurisé, hein. On va le prendre comme tel puisqu'on l'a reçu. Enfin, l'arrêt débute le 29 août. Alors, on rappelle que c'est à partir du 1er septembre. Septembre. J'ai eu un arrêt de travail au 5 septembre non sécurisé. J'en ai notifié le médecin. Il n'a rien voulu savoir. En fait, c'est à nous, caisse primaire, de voir avec le médecin. Nous, on va lui retourner son arrêt, on va lui demander le CERFA sécurisé. Et il doit le passer en CERFA sécurisé, sinon le salarié ne pourra pas être en arrêt, hein. Il sera plus recevable en caisse primaire. Alors, j'ai une question qui porte sur le CERFA sécurisé, qui nous demande si le médecin ne peut pas faire de la télétransmission, est-ce qu'il peut chercher sur Internet un modèle de CERFA sécurisé? Alors non, 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 c'est tout l'intérêt du du CERFA CERFA sécurisé, sécurisé. c'est que on ne le retrouvera jamais sur Internet, hein. Comme je le disais, visuellement, vous allez voir, il y a des bandes réfléchissantes, c'est visuel. Même s'il trouverait sur Internet et qu'il imprimerait, il ne peut pas, hein. C'est vraiment des CERFA qui sont imprimés par des imprimeurs qui Oui. sont, j'allais dire, homologués par la CNAM, avec la Caisse Mm. nationale. Donc, on ne trouvera jamais un CERFA sécurisé sur Internet. Et quand bien même vous allez le retrouver, ou votre salarié, ou des fraudeurs, ou un médecin le retrouverait, au moment où on l'imprime, il n'y aura pas les barres réfléchissantes, tous les points de Oui. contrôle déjà visuels. Donc, ce CERFA ne sera jamais, j'allais dire, trouvable, du moins imprimable, depuis chez vous, depuis Mm. Internet, ni pour vous, ni pour un fraudeur, ni pour un médecin. En fait, ce qui va se passer, c'est que les médecins qui font de la télétransmission, super, eux, ils continueront à faire de la télétransmission et l'arrêt sera transmis par voie sécurisée du logiciel du médecin. Il se connecte avec son identifiant, une carte professionnelle, et ça sera télétransmis du logiciel du médecin vers j'allais dire, les logiciels CPM. Donc, pour la télétransmission, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors que le médecin voudra faire du papier, il aura un stock de CERFA papier Mm. qui est imprimé par un éditeur agréé, on va dire. Alors, du coup, Sylvie nous demande quelle obligation pour les médecins s'ils n'émettent pas de CERFA sécurisé malgré les retours CPM. Alors pour l'instant, on va leur retourner et on a des services qui vont prendre contact avec eux pour les livrer, leur fournir les nouveaux CERFA. Je ne sais pas si Sylvie, vous entendiez par votre question des sanctions. Pour l'instant, on n'a pas du tout entendu de sanctions. Par contre, il va y avoir un gros travail auprès de ces médecins qui sera fait de la part de la caisse primaire, hein. Alors, il y a juste un commentaire qui nous dit que les hôpitaux et notamment les urgences ne sont pas, n'ont peut-être pas les arrêts de travail sécurisés. Alors, nous, on vous confirme qu'il y a eu des grosses campagnes, c'est depuis, je crois Mm, déjà, depuis avant juillet, parce que le CERFA devait arriver initialement au 1er juillet, il y a eu une tolérance. En fait, cette tolérance a été aussi mise en place pour permettre justement d'équiper tous les professionnels de santé et les hôpitaux. Donc normalement, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Nous, côté CPM de Moselle, le nécessaire a été fait en amont. Les hôpitaux sont également équipés de CERFA sécurisés. Après, il se peut qu'il y ait des retards de livraison, mais à ce moment-là, on a nos collègues, les délégués d'assurance maladie et maladie. les DNS, qui sont sur j'allais dire, qui sont sur le coup. Et normalement, il n'y a pas de souci. Tous les médecins sont équipés, normalement, devraient déjà avoir un petit stock de surface sécurisée. Et si jamais ils ont des problèmes de livraison et que le stock est déjà épuisé, nous, il y a des alertes qui sont faites directement chez nos Chez vous. collègues pour Mm. vraiment commander de façon très rapide des surfaces sécurisées. Alors, Stéphanie nous demande si le CERFA sécurisé vaut aussi pour la prolongation. Donc, nous, ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que nous avons des formats papier, il faut que les formulaires soient sur du CERFA sécurisé.
C'est ça la règle, en fait. Le praticien décide de faire du papier, initie la prolongation, il faut un CERFA sécurisé. Voilà, après, les questions, on a un Il petit y en peu a pas mal, ouais, mais on va essayer de les prendre parce qu'après on passe. sur un autre sujet. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent, sur lesquelles on a Alors, si le volet 2 et 3 restent inchangés, est-ce que l'employeur a une info que la demande de volet 1 a été demandée auprès du salarié? Donc non. Comme on vous le disait, en fait, il y aura un délai de paiement qui va être un petit peu plus long, mais on ne va pas vous informer, vous, employeur. On va vraiment se retourner vers le médecin pour lui demander que ça soit sécurisé et vers le salarié, mais pas vers l'employeur. Alors, j'ai une personne qui demande s'il y a un numéro de CERFA On va peut-être 677. Alors, attendez, je le reprends en visuel. En fait, Sabine nous demande, le nouveau CERFA a-t-il un nouveau numéro en haut à gauche? Alors, oui, à chaque nouveau CERFA, le numéro change. Alors, On n'arrive pas à voir, ouais, c'est un petit j'avoue peu que je flou. n'arrive pas trop à lire. Est-ce que c'est 08 à la fin? Mais oui, effectivement, il y a une nouvelle référence. À chaque nouveau CERFA, CERFA. il y a une nouvelle référence. Donc, effectivement, c'est peut-être un moyen, vous, entreprise, dès que vous avez le volet 3, s'il y a la référence du CERFA, de savoir si c'est un surface sécurisé ou non. Mais encore une fois, même si vous avez la référence en haut qui vous dit que potentiellement cet arrêt papier a été fait sur un surface sécurisé, je rappelle, vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez aucun élément, que ça soit visible ou non visible, qui vous permette de vous dire que ce n'est pas un arrêt frauduleux, hein. Il se peut très bien que le salarié voilà, comprenne que le CERFA 3, on peut le trafiquer, donc il vous donne un CERFA frauduleux. Il faut toujours avoir à l'idée que vous, en tant qu'entreprise, il faut être toujours vigilant et qu'il se peut que vos salariés essayent de vous donner des arrêts frauduleux. Nous, côté CPM, on pourra faire des points de contrôle parce qu'on aura le volet 1 qui nous permettent tout de suite de toper si l'arrêt est frauduleux ou pas frauduleux. Mais vous, en tant qu'entreprise, ne pensez pas que parce qu'en haut, il y a la CERFA du nouveau formulaire non sécurisé, que super, c'est un arrêt qui est forcément fiable. Attention, il se peut que des salariés essayent de faire des arrêts frauduleux en mettant le nouveau CERFA en haut, les références du nouveau CERFA. Donc, on vous donnera tous ces points de contrôle après, hein. Après, on va vous donner. Alors, pouvons-nous imposer aux salariés de nous transmettre leur arrêt par courrier pour une prise en compte de l'arrêt maladie et refuser les scans par email et photos? En fait, ça va être pareil, ça va être en interne. Nous, on vous a dit caisse primaire, dans aucun cas, on ne prend des scans ou des photos. Nous, il nous faut les formulaires types. Maintenant, si vous, vous acceptez en interne de recevoir l'arrêt par photo ou par scan, il n'y a aucun souci. C'est vous qui décidez. Si pour vous, c'est lisible, si votre procédure le prévoit, vous pouvez prendre les scans et les photos. Mais pas nous, caisse primaire, en fait. Alors, j'ai une personne, alors j'avoue que j'ai pas la réponse, dit quand même la question. J'ai une entreprise qui nous demande, peut-on refuser l'ancien CERFA? Bah, pareil, Alors, en fait, j'ai envie de dire, c'est compliqué de répondre à cette question parce que déjà, vous, en tant qu'employeur, théoriquement, le volet 3, vous n'êtes pas en mesure de dire si c'est fait sur un CERFA, j'allais dire sécurisé ou non, parce que visuellement, il n'y a rien qui va changer. Alors, peut-être la référence en haut. J'ai envie de dire, en tout cas, refuser, je pense Je pas. pense pas que vous pouviez refuser Mais en tout l'arrêt. cas, Par contre, l'inviter à aller faire. Ouais. nous alerter, nous, caisse primaire, on vous donnera l'adresse tout à l'heure. Comme quoi vous avez des doutes sur la Mm. légitimité de l'arrêt ou vous pensez que c'est un arrêt frauduleux. On va vous donner l'adresse mail et nous le signaler. Mais en l'état, je ne pense pas que vous pouviez refuser. En tout cas, ça serait bien, en tout cas, si jamais vous avez un CERFA papier volet 3 qui arrive et que vous voyez qu'au niveau de la référence, que c'est peut-être pas fait sur un CERFA sécurisé, tout de suite avoir le réflexe de dire à votre salarié qu'il faudra qu'il refasse faire un Ouais. CERFA sécurisé, un arrêt par son médecin sur un CERFA sécurisé, parce que quoi qu'il en soit, ça va être retopé côté assurance maladie. Nous, si le CERFA arrive en format non sécurisé, ça sera d'office retourné à l'assuré et au médecin pour demander à ce que l'arrêt soit refait sur un CERFA sécurisé. Alors, je regarde un petit peu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Est-ce qu'on reste sur le CERFA ou on passe? Que faire lorsque l'agent est fonctionnaire et qu'il transmet un arrêt douteux? Ça dépend à qui il envoie. Est-ce qu'il est fonctionnaire et qui dépend de la caisse primaire? Un Euh, contractuel, par exemple. voilà, Donc là, là, c'est c'est la la procédure procédure qu'on qui vous a s'applique. montrée. Maintenant, au niveau fonctionnaire, où c'est vous, organisme, qui allez gérer tous les arrêts, là, on ne pourra pas vous aider, en fait, hein, mais Et c'est le fonctionnaire contractuel qu'on gère, nous, caisse primaire, c'est vraiment cette procédure, en fait. un fonctionnaire, au fait, il vous donne l'arrêt. Nous, côté CPM, il nous donne même pas le CERFA, hein. C'est pas nous qui indemnisons les fonctionnaires. Donc là, ça a à voir avec votre administration, parce que nous, en fait, on va pas pouvoir statuer, étant donné qu'on n'a même pas l'arrêt de travail qui nous parvient pour des fonctionnaires.
Alors, est-ce que les informations seront claires lorsque nous allons appeler les CPAM lors de non-versement d'IJ subrogé, notamment pour les médecins qui n'émettent pas les CERFA sécurisés? Après, on rappelle que normalement, les médecins doivent prescrire hein, sur des surfaces sécurisées. C'est pas j'allais dire, un choix. Est-ce qu'ils ont le choix ou pas le choix de faire? Normalement, ils doivent faire sur des surfaces sécurisées. Nous, au niveau Moselle, on a quand même beaucoup de médecins qui prescrivent sur des surfaces sécurisées. Il y en a encore très très peu qui prescrivent encore sur des surfaces non sécurisées. Mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où ils continuent à prescrire sur des surfaces non sécurisées, nous, il y a des communications qui vont être faites. Voilà. Voilà. Donc, il y aura déjà, première étape, du côté administratif. Nous, on va retourner l'arrêt de travail, comme on l'expliquait, au médecin et à votre salarié pour dire que voilà, l'arrêt est irrecevable, il doit être fait sur un surface sécurisé. Et il y a des signalements qui vont être faits en interne, là, côté des délégués d'assurance maladie, pour qu'ils aillent rencontrer le médecin et qu'ils aillent lui expliquer que voilà, dorénavant, depuis le 1er septembre, la tolérance, elle est terminée. Maintenant, le stock de vieux arrêts de travail, ils doivent nous les restituer. Et dorénavant, l'arrêt de travail papier doit être fait sur un surface sécurisé. Voilà. Alors, est-ce que les scans, photocopies du nouveau CERFA sont refusés et considérés comme non conformes? De Oui, notre on l'a déjà côté, dit. De notre côté, caisse primaire, oui. Nous, on va se rapprocher du salarié ou du médecin pour demander ben, l'original, hein, le CERFA sécurisé. voilà, on va peut-être avancer parce que c'est beaucoup Euh, de questions alors, auxquelles on a déjà répondu. Il y en a peut-être encore je une. ne sais pas, est-ce que tu vois des questions? Les CERFA Non. s'appliquent-elles aux prolongations? Alors, comme on a dit, hein, c'est à compter du 1er septembre, donc tous les arrêts avant le 1er septembre, que ce soit arrêt de travail initiaux ou prolongations, dès lors qu'ils ont été faits sur du CERFA papier avant le 1er septembre, on les accepte en caisse primaire. Après, c'est beaucoup. Alors, il y a la téléconsultation. Je garde la question pour après parce qu'on y Oui, répond. On va peut-être avancer sur le sujet et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas voilà, répondu, on y reviendra en on va passer fin de maintenant. webinaire. Ça complète un petit peu le CERFA, ta partie, Mathieu. Oui. On va vous donner des pistes, en fait, pour déceler des arrêts de travail qui pourraient vous sembler litigieux. Donc, des points d'attention pour détecter un faux arrêt de travail. Voilà, et À ben, toi, ça permet de Mathieu. rebondir sur ta transition, hein. Donc, on va se répéter un petit peu. Mais vous, en tant qu'employeur, le format numéro 3 ben, est non sécurisé, hein. Vous ne verrez rien de visuel qui vous permettra de dire est-ce que c'est OK au niveau du surface sécurisé ou pas. Donc, on va vous donner toutes les astuces hein, qu'on peut vous donner pour essayer de détecter des faux arrêts de travail et surtout ben, comment nous signaler si jamais il y a des doutes, hein. Je rappelle que la fraude, bah, malheureusement, aujourd'hui, hein, c'est de plus en plus le cas, hein. Mm. Je rappelle le triste chiffre de 2024, hein, c'était plus de 600 millions d'euros de fraude hein, au niveau de l'assurance maladie. Donc, c'est vrai, surtout au niveau des arrêts de travail, hein, il y a eu énormément d'arrêts de travail frauduleux achetés sur des sites Internet. On va y revenir durant cette partie. Mais voilà, nous, ce qu'on voulait vraiment vous sensibiliser aujourd'hui, c'est d'avoir des réflexes quand vous allez avoir un arrêt de travail. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est tout de suite d'identifier le médecin qui prescrit l'arrêt de travail. À savoir qu'aujourd'hui, il y a un site qui est accessible par tout le monde, hein, aussi Mm. bien par les salariés que par vous, pour déjà voir est-ce que le médecin existe, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'arrêts frauduleux qui ont été faits avec des noms de médecins qui n'existent tout simplement pas. Donc, comment déjà savoir si le médecin qui est mentionné sur l'arrêt de travail et sur le numéro finesse hein, du médecin existe bien? Bah, il y a un annuaire santé qui existe, hein, on vous a mis l'adresse, hein, donc c'est l'annuaire.isanté.gouv.fr, hein, c'est un annuaire officiel qui vous permet aussi bien de rechercher les médecins que les structures médicales, hein, hôpitaux, centres Centre spécialisé, spécialisés voilà. exactement, Donc, vous avez toutes les petites cases à à remplir qui remplir. vous permettent de Alors, rechercher. même pas toutes les petites cases, hein, il suffit juste de mettre au moins une ou deux informations et de cliquer sur rechercher. Et là, ben, le système, l'annuaire, soit vous retrouvera le médecin, soit ne vous retrouvera pas parce qu'il s'agit peut-être d'un faux médecin qui n'existe pas. À savoir, je le précise, hein, que tous les médecins disposent d'un numéro unique, pérenne de professionnels de santé et d'un ancien numéro ADELI. Et je rappelle, donc ADELI, c'est ce que nous aussi on appelle numéro finesse, à Mm. savoir que le numéro finesse commence toujours par le numéro de département d'exercice. Donc par exemple, un médecin qui exerce en Moselle, eh ben, il aura son numéro qui va commencer par 57. Si jamais c'est pas le cas, c'est C'est qu'il y qu'il a y a peut-être un peut-être petit problème voilà, quelque si vous part. avez par exemple un médecin qui a une adresse sur Nice et que ce numéro Adélie commence par 57,
là, on peut se dire, mince, Nice, c'est pas le département 57, il y a peut-être une incohérence entre les données. Donc là, on vous invite à aller sur ce site pour Pour aller vérifier. vérifier. Voilà, on vous donne justement un petit exemple. Alors ça, c'était un médecin qui prescrivait beaucoup d'arrêts, hein, qu'on a vu beaucoup, beaucoup. Donc c'était le docteur, hein, le docteur Zuber, avec, on voit, donc qui consulte à Metz. Donc là, tout simplement, c'était un arrêt frauduleux, hein, quand vous allez sur le site qui recense, hein, tous les professionnels de santé et que vous saisissez juste le nom Zuber, bah forcément, il n'y avait aucune recherche. Pareil, on vous a sensibilisé sur vraiment l'importance de vérifier le numéro finesse, hein, le numéro de l'employeur. C'est un médecin mosellan, Voilà. il a son cabinet à Metz. Ah, on voit par contre que le début du numéro, c'est 32. Donc là, forcément, c'était pas bon, c'était un arrêt frauduleux. On vous a mis d'autres exemples, hein, donc toujours bien penser à vérifier le bas de l'arrêt de travail. On vous a mis d'autres, hein, donc voilà, comme je vous ai expliqué, le docteur Zuber, hein, qui était un gros prescripteur d'arrêt de travail frauduleux. On en avait un autre, hein, c'était le docteur Muner, pareil, hein, qui consultait à Metz et le numéro du médecin démarré par 32. Donc, premier petit point d'attention à avoir, on rappelle que le numéro d'identifiant du médecin, c'est un numéro, donc dès lors que vous voyez des tirés et des lettres, c'est déjà pas bon. C'est pas très bon. On rappelle, Voilà. hein, un numéro, c'est composé de chiffres, pas de lettres. Et comme on le disait, hein, deuxième chose à regarder, bah, c'était justement le numéro du cabinet médical, hein. Au niveau, là, c'était pas bon, hein. Le numéro du médecin commence par 32, hein, d'ailleurs pour les deux. D'ailleurs, je crois que c'est le même numéro. Oui, voilà. Donc, on Ouais. a deux médecins différents qui ont, comme Le par même hasard, numéro finesse, en la même fait. adresse et le même numéro, hein, alors que normalement, c'était chaque médecin qui a son numéro finesse. On voit que le cabinet médical, il est à Metz et que le numéro du médecin, bah, c'est en 32, hein, donc c'est pas bon au niveau de l'identification du médecin. Donc là, vraiment, c'est des petits éléments qui sont à votre disposition pour déjà voir est-ce que c'est bon ou pas bon au niveau du numéro de médecin. Attention, je précise aussi, hein, que les arrêts Mm. acquis sur les sites Internet, hein, ne sont pas bons. Donc aujourd'hui, côté assurance maladie, ben, nous, on a maintenant le CERFA sécurisé, donc qui permet de stopper déjà ces arrêts, hein. C'est-à-dire que le salarié qui dit, bah, je vais acheter un arrêt de travail sur Internet et puis je donnerai les volets 1 et 2 à l'assurance maladie et puis le volet 3 à mon employeur, ça passera, euh, ça passera crème. Bah non, au niveau CERFA 1 et 2, bah, le CERFA 1 déjà sera retoqué parce que ça sera plus un CERFA sécurisé côté assurance maladie avec les belles bandes fluorescentes Voilà. qui sont éditées par des imprimeurs agréés. L'arrêt de travail qui sera imprimé par votre salarié depuis son imprimante bah, sera déjà directement topé de notre côté. Par contre, vous de votre côté, bah, il faudra faire pareil les identifications habituelles. Là, pareil, on voit le numéro du médecin, on voit que ça commence par beaucoup de zéros. Donc ça met déjà un petit peu la puce à l'oreille que potentiellement c'est un petit peu bizarre d'avoir beaucoup de zéros dans l'identification du médecin. Et pareil, un médecin qui a son cabinet À sur Paris. Paris, bah Ne peut pas forcément, avoir un numéro finesse qui commence par 32. on remarque quand Bon, même qu'il y a beaucoup de numéros qui commencent par 32. le numéro là, en fait, il était utilisé, hein, comme vous voyez, c'est toujours le même numéro qui était utilisé. C'est un petit peu ça, en fait, aussi qui nous a mis la puce à l'oreille. Donc soyez vigilants, hein, les arrêts. Alors c'est vrai que les sites, il y en a malheureusement qui existent, hein, pour acheter des arrêts de travail. Alors nous, on parle plus d'assurés qui se connectent sur un site, on parle de clients. Ils répondent à une ou deux questions. Ils sont médecins, ils peuvent choisir la durée de l'arrêt de Oui, travail. Ils payent et puis ça leur délivre un faux arrêt de travail. Alors à savoir que nous, au niveau national, la CNAM, hein, met beaucoup de procédures en place, hein, pour fermer ces sites. Malheureusement, hein, c'est vrai que c'est pas aussi simple de fermer un site, hein. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps déjà en fonction de est-ce que c'est un site français ou étranger, hein. Mais voilà, à savoir qu'au niveau national, il y a des actions qui sont en place, hein, pour justement fermer ces sites frauduleux. Grâce à l'arrivée du CERFA sécurisé, oui, nous, côté assurance maladie, on a cette possibilité déjà de tout de suite toper, hein, si c'est des arrêts qui sont imprimés depuis des faux sites. Bah, dorénavant, avec l'arrivée du CERFA sécurisé, ça limite on va dire la transmission des arrêts frauduleux achetés sur Internet. Maintenant, vous, côté employeur, vraiment, soyez vigilants. Et vraiment, c'est vraiment l'identification du médecin qui va vous permettre d'avoir des premiers indices pour savoir est-ce que c'est un arrêt qui est véritablement fait par un vrai médecin ou est-ce que c'est un arrêt qui est falsifié avec des informations complètement fausses.
Je précise un petit point quand même assez important. On rappelle que la téléconsultation, c'est autorisé et que c'est pas parce que vous avez un médecin de Paris ou de Bordeaux qui prescrit l'arrêt de travail que c'est forcément un arrêt frauduleux, hein. On rappelle que par contre, les arrêts qui sont prescrits dans d'autres départements, c'est des arrêts qui sont susceptibles d'être faits par téléconsultation. Donc tout de suite, avoir le réflexe, si vous voyez que c'est des arrêts prescrits à Bordeaux, Marseille, Paris, tout de suite, on rappelle, la téléconsultation, c'est limité à 3 jours. Donc, si vous avez un arrêt qui est prescrit par un médecin de Bordeaux, c'est que potentiellement c'est de la téléconsultation. Si vous voyez qu'il y a 20 jours de prescrit, là, il y a peut-être des suspicions à avoir de votre côté. On rappelle que la téléconsultation, 3 sites principaux, hein, il y a le site CARE, Claire. le site Medadome et le site Livy, hein. C'est vraiment les 3 Bon, principaux après, sites pour vous, de consultation. c'est pas spécialement parlant, mais nous, on vous dit les sites qu'on connaît, en fait. Ça, c'est des sites connus et c'est pas des arrêts frauduleux, en fait. Voilà, juste à savoir vraiment le gros point d'attention, c'est que si vous voyez des prescripteurs hors du département, peut-être tout de suite avoir le réflexe de regarder le nombre de jours prescrits, parce qu'il y a de fortes chances que si c'est un arrêt vraiment dans des départements pas voisins qui prescrit l'arrêt, bah, c'est peut-être potentiellement un arrêt prescrit par téléconsultation et tout de suite à regarder si c'est moins de 3 jours, parce que si c'est plus de 3 jours, il y a peut-être une anomalie quelque part. Et dernier point d'attention qu'on voulait vous mettre, hein, malheureusement, les fraudes progressent de jour en jour, hein. Donc, les fraudeurs sont de plus en plus, j'allais dire, spécialisés. Parfois, ils mettent dorénavant des informations qui semblent de plus en plus correctes. Et parfois, heureusement, ils mettent encore des informations qui sont frauduleuses. Mais dans tous les cas, on vous rappelle que la signature du médecin, elle est obligatoire, hein. Donc, pensez toujours à vérifier que l'arrêt de travail en bas doit être signé. Pareil, si votre salarié vous a déjà transmis des arrêts prescrits par son médecin traitant, pensez à conserver ces arrêts parce qu'il y a la signature du médecin. Si demain vous avez un doute sur un arrêt qui vous a transmis, regardez si potentiellement c'est à peu près la même signature. Si vous voyez que c'est l'arrêt prescrit par le médecin traitant et que la signature, ça ressemble pas du tout à la signature du médecin traitant, voilà, peut-être aussi avoir une petite, j'allais dire, sensibilité et nous faire du coup Un un signalement. signalement pour nous signaler que là, vous avez peut-être un petit doute sur la signature du médecin, que vous avez eu des arrêts prescrits par ce même médecin et que c'était cette signature et que là, Après, visiblement, tous les médecins, il y a des médecins qui oublient de signer, hein. C'est pas forcément parce qu'il oui, manque la signature que c'est un arrêt frauduleux, hein. Nous, on a simplement, c'est une vérification en plus chez nous, donc on vous dit soyez vigilants aussi, parce que nous, alors on va pas se dire non plus c'est l'arrêt frauduleux, on va retourner au médecin pour qu'il le signe. Nous, ça va être notre première démarche en fait, mais c'est c'est pas ça. forcément un arrêt frauduleux. Beaucoup de médecins oublient de signer. En fait, ils remplissent très vite sur le papier et ils oublient la signature, ils mettent leur cachet. Non, nous, il faut savoir que la signature de l'arrêt, elle est indispensable. Mais ce n'est pas forcément un arrêt Ouais, tu frauduleux. fais bien de le préciser parce que j'allais oublier, hein, c'est là, on vous l'a mis en bas dans l'exemple, là. Arrêt frauduleux, on On ne ne sait sait pas, pas. mais en tout cas, il est recevable à notre niveau, il faut impérativement une signature. Et dernier cas qu'on voulait vous parler, bah oui, effectivement, Sur avec les... l'arrivée du CERPA sécurisé, vous l'aurez compris, un côté assurance maladie, bah malheureusement, il y aura peut-être de moins en moins, enfin heureusement, j'allais dire, heureusement, il y aura peut-être de moins en moins de fraudes sur les arrêts de travail, mais soyez vigilants parce que les bulletins d'hospitalisation, eux aussi, ont un succès au Oui, niveau des fraudes. Donc attention, soyez vigilants quand votre salarié vous transmet un bulletin d'hospitalisation à ce qui est toutes les informations de l'hôpital, hein. Si jamais on vous a mis le premier exemple. Il y a l'absence de l'adresse de l'hôpital, du numéro de téléphone, du service dans lequel il a été mis. Il n'y a pas de signature, pas de cachet. Potentiellement, il y a risque que le bulletin d'hospitalisation soit un bulletin frauduleux. Pareil, pensez toujours aussi à regarder un petit peu la durée de l'hospitalisation, parce que souvent on a des faux bulletins d'hospitalisation qui arrivent avec des durées, j'allais dire, anormalement longues, 3 mois d'hospitalisation. C'est peut-être un petit peu étrange, donc soyez vigilants à la durée d'hospitalisation également. Pareil, on rappelle qu'un bulletin d'hospitalisation doit être tamponné et signé, hein. Donc là, pareil, nous, s'il n'y a pas le cachet et le tampon, on retourne le bulletin d'hospitalisation oui. à l'assuré pour qu'il fasse voilà, faire appliquer un tampon et une signature sur le bulletin d'hospitalisation. Je rappelle que là aussi, hein, au niveau assurance maladie, on met beaucoup de moyens pour déceler, hein, les arrêts, les bulletins d'hospitalisation frauduleux. On rappelle que potentiellement, un arrêt qui a une hospitalisation, bah, nous, on peut essayer de croiser les données avec les remboursements de De soins soins, et notamment les remboursements d'hôpitaux, d'hospitalisation. hein. Voilà. D'hôpitaux, hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément malin pour les assurés qui souhaiteraient frauder
parce Avec un qu'on fait des bulletin, vérifications, voilà, il y a effectivement, en la interne. possibilité de voir si potentiellement il a été admis dans un hôpital, s'il y a eu des soins hospitaliers, de Voilà. générer de notre côté. Donc, on peut croiser, nous, à notre niveau, pour déceler les fraudes. C'est vrai que vous, côté entreprise, vous n'avez pas accès à nos bases de données, donc vous ne pouvez pas voir les remboursements de soins hospitaliers, mais à savoir que, voilà, toujours avoir, j'allais dire, les points de vigilance. Et Ouais. si vous voyez que, par exemple, vous avez comme le bulletin d'hospitalisation, bah, un bulletin où il y a juste un nom d'hôpital avec aucune information en dessous, avoir quelques doutes sur le justificatif et éventuellement nous faire un signalement. Donc voilà Voilà. tous les points qu'on voulait vous transmettre, hein. Vraiment, soyez vigilants sur le prescripteur de l'arrêt de travail. Si jamais vous voyez des choses, on va dire, douteuses, un arrêt de travail où la date, elle serait un petit peu trafiquée, où le médecin, vous le retrouvez pas, ou qu'il y ait des absences d'informations, absence de signature, un médecin qui est prescrit en Moselle avec un numéro qui démarre par 70, à ce moment-là, faites-nous un signalement. Et puis, nous, on fera des investigations. Alors, pour l'instant, comme je vous disais, votre signalement, on ne vous fera pas de retour en vous disant oui, oui, cet arrêt est frauduleux. Mais Oui. par contre, ce qui va se passer de notre côté, c'est que derrière, bah, si l'arrêt a été reçu par nos services bah, d'office, sera retourné à votre salarié en lui indiquant que l'arrêt ne sera pas recevable parce qu'il s'agit d'un arrêt frauduleux. Potentiellement, si ça a été indemnisé, eh ben, on fera une petite demande de remboursement à votre salarié avec des majorations pour les frais de fraude. Et pour vous, entreprise, bah, du coup, il n'y aura pas d'information. Mais au Ouais, il y a moins, votre nous, question. côté... Il y avait une quelle question question? justement, Oui. l'employeur est-il tenu informé d'une éventuelle condamnation pénale du fraudeur en cas de procédure initiée donc par notre service fraude? Donc Mathieu vient d'y répondre en fait. Alors, à savoir qu'actuellement, c'est en cours au niveau de la CNAM pour étudier cette question, hein, Cette pour informer. possibilité en fait de vous informer employeur pour À ce l'instant. jour, quand on vous parle à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas de retours qui sont faits côté entreprise. Il faut nous les signaler, comme ça, nous, on peut toper les fraudes hein, et éventuellement faire des demandes de remboursement s'il y a eu des indemnités journalières. Je précise que si jamais il y a eu un paiement et que c'est des indemnités journalières qui ont été subrogées, la demande ne partira pas à l'entreprise, hein, elle partira bien sûr au fraudeur, c'est-à-dire à votre salarié qui a transmis un faux arrêt de travail. Voilà, donc s'il y a des doutes, on vous a donné toutes, L'adresse mail et puis toutes j'allais les dire, petites pistes. trucs et astuces, hein, j'allais Oui. dire, pour vous permettre de déceler des arrêts frauduleux. Et si jamais il y a un doute, vous nous faites un signalement et puis nous, on fera des investigations plus poussées derrière. Et si fraude avérée, ben, il y aura des sanctions côté assuré. Alors, on va juste reprendre les deux, trois dernières questions puisqu'après on Oui. passe sur autre chose. Alors, dans quelle mesure, dans quelle situation le médecin doit-il utiliser un arrêt télétransmis ou un CERFA papier? En fait, c'est selon ce que veut faire le médecin. C'est vrai que les 90% des médecins, on va dire, utilisent que de la télétransmission. On Donc, adore parce que ça permet ça de passe, clarifier, il n'y a pas voilà. de Il n'y fraude. a pas de fraude, tout est clair. Maintenant, il y a encore malheureusement des médecins qui utilisent un peu de papier, ou des fois le logiciel est bloqué, le logiciel du médecin qui veut télétransmettre l'arrêt, bah, du coup, il prend un formulaire papier, mais il n'y a pas de règle. On rappelle que la téléconsultation, le médecin qui téléconsulte, c'est un médecin, j'allais dire un e-médecin, donc normalement, il transmet des arrêts dématérialisés à l'assurance maladie, hein. Il se connecte depuis son Oui. site, un site agréé, et en général, les médecins qui téléconsultent transmettent automatiquement des arrêts télétransmis aux organismes, hein. Ça part directement dès lors qu'ils ont le Donc, numéro de sécurité sociale de l'assuré et qui prescrivent un arrêt de travail. C'est d'office réorienté vers la CPAM qui a... la téléconsultation ne se fait pas en papier, en fait. Là, on a une question Oui. de Simone. Donc, pas de refus des CERFA délivrés en téléconsultation qui ne sont pas sécurisés. Comme le dit Mathieu, c'est bien souvent de la télétransmission. En Donc, pas fait, effectivement, d'utilisation du CERFA un médecin papier. qui prescrit un arrêt en téléconsultation, il ne pourra pas remettre un arrêt physiquement papier à votre salarié, hein. Donc, s'il prescrit un arrêt, ça se fera par téléconsultation et on rappelle que par télétransmission. Voilà. Et on rappelle que par télétransmission, hein, les arrêts arrivent directement dans les bases de données assurance maladie, justement entre le logiciel du médecin et nos logiciels à nous, hein, de façon sécurisée. Alors, un arrêt prescrit par un médecin étranger, par exemple médecin en Espagne, est-il valable? Oui, donc un arrêt de travail étranger, effectivement, c'est valable. Simplement, nous, on Alors, je va... vais compléter. Alors, oui Ouais, et non. Alors, c'est valable, c'est-à-dire que c'est recevable par l'assurance maladie, hein. voilà. Effectivement, si votre salarié, pendant ses congés, part à l'étranger et que finalement tombe malade et que le médecin délivre un arrêt de travail, c'est recevable. Par contre, attention, je précise juste, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus, c'est peut-être pas forcément indemnisable. Alors, je m'explique. Si c'est des arrêts qui sont prescrits hors Union Voilà, c'est européenne, ça.
attention, il faut qu'on regarde si entre les pays, On a des il y a des conventions conventions bilatérales en bilatérales. fait. Parce que s'il y a des conventions, à ce moment-là, l'arrêt pourra être enregistré et indemnisé. Par contre, s'il n'y a pas de convention entre les pays, attention, l'arrêt ne sera pas enregistré, ne sera peut-être pas indemnisé. Alors, je clarifie, si vous avez un arrêt étranger qui vous est transmis, il n'y a pas de souci, ça vous justifie, vous, de l'absence de votre salarié pour la période. Par contre, attention, côté assurance maladie, l'arrêt est recevable aussi, mais peut-être pas indemnisable. Donc, attention aux arrêts reçus, prescrits depuis l'étranger, notamment si c'est des arrêts qui sont prescrits hors Union européenne. Voilà, on a encore une question de Suzy. Comment peut-on savoir si le salarié et le médecin ne refont pas l'arrêt? Je pense que c'est l'arrêt Sécurisé. sécurisé. Effectivement, si vous pratiquez la subrogation, nous, on aura retourné au médecin ou au salarié. Si vous n'êtes pas payé dans un délai plus ou moins raisonnable, là, vous pouvez peut-être vous dire, effectivement, on n'a pas eu le CERFA sécurisé et contacter le 3679 pour savoir où en est le dossier. On pourra vous renseigner. Alors, j'ai reçu un arrêt du Maroc, est-il recevable? Alors, je vais peut-être pas répondre parce que je connais pas les conventions. Ouais, là, il faut qu'on étudie. En fait, c'est assez compliqué parce qu'il faut voir aussi le dossier du salarié, hein. Il me semble, en fonction de sa nationalité, on a beaucoup de documents à demander aux salariés. Et c'est On, aussi en fonction de la situation, c'est-à-dire s'il part en congé et voilà. qu'il a déclaré ses congés, j'allais dire à l'assurance maladie en faisant une demande au préalable, ou est-ce que parce qu'il y a encore une requalification de congé à séjour temporaire. Donc attention, il y a beaucoup de particularités. Après, je complète juste pour clôturer la question sur les arrêts reçus à l'étranger. Si jamais vous avez des questions, bah, déjà nous solliciter et puis nous on étudiera et on vous dira est-ce que c'est recevable, pas recevable. Mais il y a le site du CLES, ça s'écrit CLEI2S, qui est accessible à tout le monde, où vous avez pays par pays. C'est vraiment, j'allais dire, le site de l'assurance maladie en fonction des pays. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour déjà avoir des premiers éléments de recherche sur les arrêts prescrits à l'étranger. Alors, Céline nous pose la question, hein, c'est cette question, Mathieu a dit qu'il y aurait peut-être une avancée au niveau de la Caisse nationale. Si nous suspectons des arrêts frauduleux de la part d'un salarié, que nous vous le déclarons, donc à l'adresse indiquée à l'écran, nous n'avons aucun moyen d'agir vis-à-vis du salarié si nous n'avons pas de retour de votre part. Comment pourrait-on faire dans ce cas? Comme l'a dit Mathieu, la Caisse nationale est justement en train de revoir sa position. On n'a pas d'infos à vous communiquer. On sait que c'est dans les tuyaux. On ne veut pas vous donner d'infos erronées. On sait que la CNAM, Caisse nationale de l'assurance maladie, est en train de voir comment vous alerter, vous employeurs, et vous avertir en cas de fraude. Mais on ne peut Finalement, pas communiquer la CNAM a vraiment conscience hein, de ce problème, en de ce fait. problème et voilà, est en train de se pencher sur la question pour voir juridiquement est-ce que côté CPM, on peut vous communiquer quand il y a une fraude pour que vous, derrière, Vous vous puissiez puissiez mettre en prendre place aussi, les mesures voilà, disciplinaires des sanctions. qui sont ajustables en fonction des situations. Voilà, à ce jour, pour l'instant, c'est pas d'actualité hein, de transmettre. Voilà, peut-être que d'ici quelques jours, quelques mois, bah, il y aura peut-être des nouvelles informations qui nous parviendront de la CNAM et on reverra nos procédures à ce moment-là. Pour l'instant, nous, on vous donne les informations à l'heure actuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de retour fait aux entreprises quand il y a des fraudes avérées. Voilà, on va passer au point suivant parce que je vois qu'il y a des questions sur le point suivant, donc je vais y répondre. Corinne, normalement, j'y réponds tout de suite sur l'enchaînement des prescriptions d'arrêt de travail. Parfait de transition. Voilà. Alors, lorsqu'un avis de prolongation ne succède pas directement à l'arrêt initial, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut savoir qu'il existe une tolérance. Attention, il existe une tolérance qui permet de rattacher cette prolongation à l'arrêt initial et de couvrir les jours de la période d'intervalle. Attention, tolérance dit quoi? Dit période non prescrite sera comblée mais non indemnisée. Cette phrase est importante. On tolère, on rattache, comble, mais on n'indemnise pas. Donc, on va voir des cas pour vous expliquer. Il y a plusieurs cas. On va vous faire des petits schémas. Mathieu, si tu veux bien passer. Il y a le cas numéro 1. On a donc un arrêt initial et entre les deux, il va nous manquer quelque chose, mais c'est inférieur ou égal à 48 heures. Week-end ou 2 jours fériés en semaine, entre le dernier jour de l'arrêt de travail initial et la date de début de la prolongation d'arrêt de travail. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre l'exemple. On a un arrêt initial, 13, 14, 15, une seule attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 12. Bon, là, on applique la carence. Ensuite, on a notre samedi et dimanche où on n'a rien, mais on a une prolongation qui arrive 18, 19, 20, 21. Là, on est bien sur une interruption, le 16-17, de 1 ou 2 jours, moins de 48 heures. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau caisse primaire?
Pas d'indemnité versée par l'assurance maladie du 16 au 17. D'accord? Donc, ça sera des indemnités à zéro parce qu'il n'y a pas d'arrêt de travail. Par contre, il n'y aura pas de nouvelle carence sur l'arrêt prolongation du 18, 19, 20. On reprendra les indemnités à compter du 18. Attention, que dans le cas d'une prolongation, hein. On parle d'une prolongation du 18. Donc, moins de 48 heures, 1 ou 2 jours, on va combler, rattacher, tolérer, mais pas indemniser. Ça sera 2 jours, j'allais dire fériés, non fériés, en Ouais, semaine, comme indiqué, week-end. voilà. 2 jours, c'est OK dans tous les cas. Mais on n'indemnise pas. Par contre, attention, si maintenant on a une interruption d'arrêt de travail qui est supérieure à 48 heures, donc 72 heures, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'un écart de 3 jours est constaté entre deux arrêts, initial et prolongation, nous, caisse primaire, on va réappliquer une carence sur la période à indemniser. On va considérer la prolongation comme un arrêt de travail initial et on va vous demander une nouvelle attestation de salaire mentionnant un nouveau dernier jour de travail. Je reprends l'exemple, j'ai un arrêt initial le vendredi jusqu'au lundi. Pas de souci, je fais une attestation de salaire avec une date de dernier jour de travail au 14. La carence sera appliquée le 15, 16, 17. Et le salarié nous fournit une prolongation le 22. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que mardi, mercredi, jeudi, on n'a rien. On n'a rien. Donc, on est dans le cas de 72 heures, plus de 48 heures. Donc là, il n'y a plus de tolérance. On va vous demander une nouvelle attestation de salaire à réaliser avec un dernier jour de travail au 21. Pas d'indemnité versée par l'assurance maladie le 19, 20, 21. Et attention, nouvelle carence d'appliquer du 22, 23, 24. La caisse primaire intervient donc à compter du 25. Ça va, c'est clair au niveau de ces deux cas. Donc, il y a une tolérance. Moins de 48 heures, les indemnités sont à zéro. On ne vous demande rien. Plus de 48 heures, attention, donc 72 heures, on rapplique un délai de carence, on repart comme un initial et on vous demande une attestation de salaire. Cas numéro 3, le nouvel arrêt de travail. Lorsqu'un nouvel arrêt de travail, case initiale cochée sur le formulaire d'avis d'arrêt de travail de hospitalisation, ne succède pas immédiatement à l'arrêt de travail précédent. Il ne va donc pas être considéré comme une prolongation de l'arrêt de travail initial, même s'il n'y a pas eu de reprise d'activité. Donc là où les journées non prescrites ne sont pas indemnisées et un nouveau délai de carence est retenu. Vous allez donc devoir établir 2 attestations de salaire en reportant la veille de chaque arrêt de travail comme dernier jour de travail. On prend l'exemple, fin d'une première prescription d'arrêt le vendredi 22, nouvelle prescription initiale, ou alors un bulletin d'hospitalisation. Pour nous, le bulletin d'hospitalisation, c'est comme un arrêt initial, le lundi, donc soit le 25, il va falloir nous faire une nouvelle attestation de salaire. Donc, ce qu'on peut aussi vous dire, c'est qu'un écart entre 2 hospitalisations ne peut pas être comblé. On fait des petits rappels là. Donc, si vous avez votre salarié qui est à l'hôpital du lundi au vendredi, le week-end, il a une autorisation de sortie et qui rentre à l'hôpital le lundi, attention, il y aura un écart de 2 jours où ça ne sera pas comblé. Il n'y a pas de comblement entre les arrêts de travail à temps partiel thérapeutique et un arrêt à temps complet. Au niveau des temps partiels thérapeutiques, en cas d'interruption entre 2 prescriptions à temps partiel thérapeutique. Donc, si l'interruption entre le temps partiel thérapeutique initial et la prolongation est inférieure ou égale à 2 jours, on va combler les 2 jours et on pourra indemniser. Exemple, vous avez votre salarié qui est en arrêt temps partiel thérapeutique du 1er au 15. Il vous fournit une prolongation temps partiel thérapeutique à compter du 17. On a un jour à découvert, on va dire. Là, on pourra combler parce qu'on est à inférieur ou égal à 2 jours. On va combler et indemniser pour le mi-temps thérapeutique. Par contre, si l'interruption entre le temps partiel initial et la prolongation est supérieure à 2 jours, il n'y aura pas de comblement et d'indemnisation. Donc, je reprends mon exemple du 1er au 15. J'ai un premier arrêt temps partiel. Le salarié vient seulement le 20 avec une prolongation temps partiel thérapeutique. Là, on ne comble pas. Je précise aussi, si c'est un temps partiel thérapeutique initial, on ne comble pas non plus. C'est Oui. uniquement en cas de prolongation. Voilà, c'était les bons à savoir, les enchaînements. J'espère que c'était clair pour vous. On va regarder si on a
quelques petites questions par rapport à ça. Donc ça, après, il y en Euh, a beaucoup sur les fraudes, mais on y reviendra après. sur les fraudes. Bon, sinon, ce que je Euh, propose, c'est qu'on termine ah oui, puis on prend la les dernière questions. et puis on répondra du coup aux dernières questions. Donc, le dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est une rencontre qu'on Avec souhaite vous. faire avec vous lors d'un C'est utile. Du coup, un C'est utile, je te laisse Caroline expliquer Ouais, c'est alors quoi. voilà, donc on organise un événement qui s'appelle un C'est utile. Donc vous avez envie de nous rencontrer, d'échanger avec tous les organismes de la protection sociale de Moselle. Bah, ça va être possible. Donc les organismes de la protection sociale de Moselle, c'est qui? Qui sera présent? Ben, nous, Caisse Primaire, l'Agirc Larco, France Travail, l'URSSAF, la CARSAT. On s'associe tous ensemble et on va vous rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va échanger sur votre utilisation du site Net Entreprise pour effectuer vos déclarations sociales. Vous allez pouvoir nous remonter les difficultés que vous rencontrez, nous proposer des axes d'amélioration pour améliorer nos outils et rencontrer bien évidemment tous les organismes de la protection sociale. Donc, la date, c'est après. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous reçoit avec un café d'accueil, le temps d'une matinée, qu'ensuite il y aura des tables rondes par organisme. Donc chaque organisme aura ses petites tables rondes et vous pourrez circuler entre organismes pour échanger avec chacun de nous. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on fait un événement inter-organisme qui vous donne la possibilité de voir différents organismes. C'est vrai que vous êtes beaucoup en contact avec l'URSSAF, parfois vous êtes en contact avec la CARSAT. Là, vraiment, on fait un événement, j'allais dire, inter-organisme qui vous permet vraiment, lors d'une matinée, de rencontrer tous les organismes, De de poser vos pouvoir nous questions. rencontrer, j'allais dire, même vos interlocuteurs locaux, parce que c'est vrai que nous, vous nous voyez souvent en webinaire, mais parfois, vous n'avez peut-être pas l'interlocuteur de la CARSAT ou de l'URSSAF. Là, c'est l'occasion de nous rencontrer directement vos interlocuteurs au niveau des entreprises et d'échanger avec nous sur vos problématiques. Alors, du coup, la date, Caroline. Alors, notez bien dans vos agendas, la date, c'est le vendredi 17 octobre de 9 heures à 12 heures. Donc, savoir que cette rencontre, elle aura lieu à la mairie de Metz. On a réussi à avoir le salon de Guise à la mairie de Metz et on se retrouve tous à la mairie de Metz le vendredi 17 octobre. Pour participer, on vous donne deux possibilités. Donc là, on vous a mis un lien d'inscription pour un formulaire en ligne directement. On recevra donc votre inscription. Ou alors, à l'issue du webinaire, on vous envoie toujours une petite enquête de satisfaction et on vous a mis dans cette partie d'enquête de satisfaction la possibilité de vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, soit sur le formulaire d'inscription Framaform, indiqué sur le diapo, ou alors directement à l'issue du webinaire, dans l'enquête de satisfaction, vous indiquez votre nom, votre numéro de téléphone et on vous confirmera bien votre inscription. Je Alors, précise également oui, que le nombre de places est est limité, limité, c'est hein. ce que j'allais dire. Alors, il reste encore de la place, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Mais attention, comme c'est un événement, j'allais dire, inter-organisme, on a aussi des collègues de l'URSSAF, de la CARSAT, qui eux aussi enregistrent des inscriptions. Donc, c'est pour ça, ne tardez pas trop à vous manifester pour qu'on puisse encore vous inscrire. C'est encore possible, mais n'hésitez pas justement à vous manifester après ce webinaire. Comme ça, on vous confirmera que votre inscription, elle a été prise en compte. Et puis, du coup, on pourra se rencontrer le Le 17 17 à 9 octobre. heures. Voilà. Voilà, alors au niveau des contacts, bon, vous les connaissez, il y a le site internet, on y passe rapidement, Net Entreprise, qui vous donne les informations liées au téléservice. Amélie Entreprise, les informations Mm. réglementaires qui nous concernent côté assurance maladie. Deux numéros de téléphone, donc toujours un numéro de téléphone pour tout ce qui est problème Net Entreprise DSM, c'est le 0806 800 700. Et pour tout ce qui est problème d'indemnité journalière, il y a la plateforme régionale assurance maladie à entreprise au 36 79. Voilà, on a un petit peu dépassé sur le temps, mais Ouais, du on va coup, on reprendre va quelques essayer de questions parce qu'il y reprendre. en a beaucoup. Alors, on va rester sur la dernière partie. On reviendra encore sur les surfaces sécurisées plus tard. Si nous avons deux arrêts cochés initiaux et qui se suivent, donc dès lors qu'il n'y a pas de trou entre les arrêts, même si c'est coché initial, pour nous, ça sera comme une prolongation puisqu'il n'y aura pas de trou. Voilà. Si le salarié a été en absence injustifiée pendant les 3 jours, le dernier jour de travail ne peut pas être le 21, mais le 14. Comment faire? Alors, pour les cas particuliers, en fait, parce que là, il faut qu'on regarde le dossier. On ne peut pas y Mm. répondre comme ça, il faut qu'on regarde le dossier. Au pire, vous nous mettez votre numéro de téléphone à la fin et on vous rappelle. Alors, je précise que le support vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Il y a beaucoup de questions, pas de panique. On vous l'enverra par mail. Là, il n'y a plus le petit lien à copier-coller. Oui,
Voilà, dorénavant, on l'envoie à tout le monde par mail. Donc, vous retrouverez hein, toutes les informations qu'on vous donne à l'issue. On vous enverra le support. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions Sur le support. là-dessus. Alors, j'ai un salarié en temps partiel, là, c'est pareil, c'est un cas particulier, Valérie. J'ai un salarié en temps partiel thérapeutique depuis le 3 mars jusqu'au 19 octobre. Arrêt maladie du 21 au 31, son temps partiel reprend automatiquement après son arrêt. Oui, dès lors qu'on a eu un arrêt temps partiel, par exemple, du 1er août au 31 août, on avait un temps partiel, ou du 1er août au 30 septembre, on a un temps partiel. Effectivement, il peut avoir de l'arrêt temps plein du 21 août au 31 août. Alors, j'ai juste une petite remarque. Le 16 ou le 17 sur l'invitation, il a indiqué le jeudi 17. Non, c'est le vendredi, on s'est trompé. On On a s'est fait une trompé erreur. de jour, c'est un vendredi, c'est le vendredi 17 octobre. C'est un vendredi matin, parce qu'on s'est dit les jeudis, vous êtes un petit peu, il y a beaucoup de réunions en entreprise, donc on préférait le faire en fin de semaine pour finir la semaine en beauté avec les collègues des autres organismes. Donc, c'est le vendredi 17 pour l'événement. Alors, j'ai une petite question aussi sur la visite médicale de pré-retraite. Alors, c'est vrai que nous, tout ce qui est visite médicale, on va pas faire spécifiquement un webinaire sur les visites parce que ça, c'est vraiment, j'allais dire, côté entreprise et ça va toucher notamment au code du travail. Nous, sur tout ce qui est médical à l'embauche, périodique, avec la médecine du travail, c'est vraiment des questions sur lesquelles nous, côté CPM, on n'intervient pas sur les visites médicales en entreprise, c'est pas notre champ de compétences. Donc là, peut-être voir avec l'inspection du travail s'il y a des questions spécifiques aux questions sur les visites médicales en entreprise. Alors, juste, la salariée en absence injustifiée, on nous dit de reprendre le diapo, le cas numéro 2. Est-ce que Mathieu, tu peux reprendre Oui, le... bien Comme ça, on sûr. se situe, on va relire sa question, ça nous permettra. Merci Mathieu. T'en Le prie. cas numéro 2. Alors, on se remet dans votre exemple. Du cas numéro 2, vous nous dites, avec la prolongation à compter du 22, d'accord. Vous nous dites que la salariée a été en absence injustifiée pendant les 3 jours. Alors, que je comprenne bien. Si la salariée est en absence injustifiée pendant les 3 jours, le dernier jour de travail ne peut pas être le 21, mais est le 14. Non, non, il faudra bien mettre le 21. Oui, Peu importe, en fait, nous, quand on vous demande le dernier jour de travail, c'est toujours la veille veille de de l'arrêt de l'arrêt. travail. Toujours. Peu importe que la salariée était en congé payé, en week-end, qu'elle ait travaillé, pas travaillé, qu'elle était présente, pas présente, en absence autorisée, injustifiée ou non, nous, on vous demande toujours de mettre la veille de l'arrêt de travail. Voilà, Il y a c'est ce une qu'il faut. exception, c'est si elle a travaillé le jour de l'arrêt de travail. Mais si elle n'a pas travaillé, là, si elle a une prolongation le 22 et qu'elle n'a pas travaillé le 22, vous mettez la veille. Peu importe qu'elle soit en absence autorisée, non autorisée, ça sera la veille de Veille la de l'arrêt, prescription c'est ce qu'il faut médicale. retenir. Alors, Marina nous demande comment est indemnisé un temps partiel thérapeutique. En fait, là, c'est sur du calcul d'indemnité journalière. En fait, il va falloir indiquer sur l'attestation de salaire la perte de salaire, hein. Quand vous faites une attestation maladie pour mi-temps thérapeutique, vous indiquez bien la perte de salaire. Et nous, au niveau du calcul, on va diviser par le nombre de jours, hein, puisqu'une attestation mi-temps thérapeutique se fait à la fin de chaque mois. Donc, si par exemple, vous indiquez une perte de salaire à 500, on est sur un mois de novembre, on va diviser par 30 jours. Pareil, j'ai une question hyper intéressante hein, qui nous demande, alors c'est plutôt le cas 1 si on comble ou qu'on comble, donc c'est-à-dire par exemple le week-end, mais que c'est pas indemnisé parce que nous on n'a pas de prescription médicale. Il y a un employeur qui nous demande si vous maintenez le salaire parce que vous faites la subrogation et que vous maintenez, est-ce qu'il faut déduire ou non au niveau du maintien de salaire? Alors ça c'est vraiment des questions, j'allais dire, code du travail. Nous, Ouais. en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'indemnisera pas. On comblera la période de 48 heures, mais elle ne donnera pas lieu à une indemnisation. Après, sur tout le côté, j'allais dire employeur, calcul de paye, maintien de salaire total ou partiel, ça, en fait, ce sont des questions, j'allais dire, qui touchent Interne chez au vous. code du travail, En aux fait, vous, conventions vous allez collectives. recevoir un décompte à zéro. Dès lors que vous avez maintenu le salaire, nous, comme on ne va pas combler, vous allez avoir des indemnités à zéro sur le 16-17. Donc après, à voir avec ce bordereau d'indemnité journalière que vous avez à zéro, est-ce que vous avez le droit de retenir ou pas? Ça, nous, on ne prend pas position, nous, on vous verse à zéro. Alors, toujours pour rester, alors c'est un petit peu sur les prescripteurs et prescriptions. Si nous avons deux arrêts initiaux avec des médecins différents, est-ce que l'on doit considérer cet arrêt comme une prolongation ou pas, comme c'est pas le même prescripteur?
Alors, nous, de notre côté, il n'y a pas vraiment. Alors, c'est vrai que normalement, la logique veut que ça soit toujours le même médecin qui prescrive. Éventuellement, si c'est un spécialiste ou si votre salarié rencontre un autre médecin généraliste, parce que son médecin n'était peut-être pas disponible, absent ou qu'il n'y avait peut-être pas de possibilité de rendez-vous, c'est autorisé. Nous, à partir du moment, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si tout se suit et qu'il n'y a pas d'interruption, Mm. nous, il n'y a pas de souci. On considère, au fait, que c'est une suite d'arrêt de travail. Donc, par exemple, je m'explique, vous avez votre salarié qui est en arrêt du lundi au dimanche par le prescripteur A, nous on Mm. indemnise. Par contre, le lundi d'après, il va chez un autre médecin qui est recoche initial pendant une semaine. Bah, nous, en fait, on indemnisera dans la continuité, hein, comme il n'y a pas eu de jour non prescrit entre les deux arrêts. Nous, on indemnisera le deuxième arrêt dans la continuité sans réapplication du délai de carence. En fait, comme tout va se suivre, il n'y a pas d'interruption médicale et que nous, côté assurance maladie, comme vous, employeur, vous n'avez pas le motif médical, ben, nous, on considère que c'est dans la suite, que c'est comme une prolongation. Donc, au fait, il n'y aura pas de réapplication du délai de carence malgré que ce soit un initial. Alors, on a Thibaut qui nous demande, avons-nous la possibilité en tant qu'employeur de refuser les arrêts? Si oui, dans quel cas? Fraude avérée, attestation du médecin disant n'ayant jamais reçu le salarié. Alors, en interne chez vous, je ne sais pas quelles sont vos mesures. Est-ce que effectivement, si le médecin vous certifie qu'il n'a jamais reçu le patient, est-ce que vous, en interne, dans vos conventions, ça vous suffit pour ne pas accepter l'arrêt? Nous, dans tous les cas, on va recevoir tous les arrêts et on fera les investigations en interne. Nous, caisse primaire, on peut refuser des arrêts. Maintenant, vous, employeur, je ne sais pas ce qui vous est possible de faire en interne. Ah, il y a une question sur les médecins retraités. Est-ce qu'il y a une durée d'arrêt de travail ou est-ce qu'il est limité? Il n'y a pas de durée, hein. On rappelle qu'un médecin reste médecin, hein. Il peut tout à fait prescrire des arrêts de travail ou des prescriptions médicales. Mm. À ce jour, pour les arrêts prescrits par des médecins retraités, il n'y a pas de limitation de Pas à durée. ma connaissance, en fait. Il y en a pas. Là, on arrive. Ah oui, alors, quelqu'un nous demande de communiquer le mail pour la CPN de Moselle si besoin pour les cas particuliers. Alors, en fait, c'est pas un mail, c'est le 3679. C'est la plateforme employeur. Dès que vous avez un doute, un souci, faut contacter le 3679, en fait, et eux pourront vous aiguiller. Alors, j'ai une question encore sur le délai d'envoi du courrier si jamais il y a un refus d'IJ pour X Oui. raisons, hein, que ça soit de la fraude, des sanctions. Au fait, il n'y a pas de délai. On ne peut pas vous communiquer un nombre de jours de délai. Ça va déjà dépendre de quand c'est que vous nous transmettez l'attestation. Hein. Par exemple, un arrêt qui nous parviendrait tardivement, un arrêt initial sur lequel on ferait une sanction Oui. 100%. On ne pourra pas vous notifier ce courrier d'information que l'arrêt ne sera pas indemnisable avant même d'avoir votre attestation. C'est vrai que souvent, quand c'est des arrêts subrogés, on reçoit les attestations, alors parfois dans le mois, mais parfois on peut les recevoir 1 ou 2 mois après, Voire plus, oui. Mm. voire plus, après avoir réceptionné l'arrêt de travail. Donc, au fait, nous, on le fait dès qu'on a connaissance de la subrogation, on essaye de le faire très rapidement. Pareil, parfois, il se peut qu'il y ait des prolongations. En fait, ça va être à partir du moment où, dans notre logiciel, on a le paiement qui est programmé. Le système va nous faire une alerte en disant, attention, il y a un paiement avec une sanction, merci d'informer l'employeur parce qu'il subroge. Donc, il n'y a pas vraiment un délai d'envoi de courrier. Mais en tout cas, voilà, dès lors que vous voyez le bordereau à 0 euros, en général, le courrier devrait suivre, hein, parce que si on fait le paiement à 0 euros, c'est C'est que que. l'agent qui a fait le paiement a fait le courrier qui part par Ah, voie voilà. postale dans les jours qui suivent. Après, il se peut qu'il y ait des pertes de courrier. Souvent, c'est vrai que parfois, il y a des très grandes entreprises. Donc, entre la réception du courrier et la personne qui fait les payes, il se peut qu'il y ait parfois un petit peu plus de temps. Parfois, c'est même pas sur le même site. Parfois, les payes sont décentralisées. Donc, c'est Après, si vrai. jamais vous n'avez pas reçu le courrier, hein, vraiment, et que vous avez le bordereau, on va dire, à zéro, si le mois d'après, vous avez toujours pas reçu le courrier et que vous en avez besoin, vous nous passez un petit coup de téléphone au 36 79. Ils font un message aux collègues pour qu'on vous renvoie le courrier ou même ils peuvent même parfois vous l'adresser par mail, hein, en cas de non-réception. Et on a encore une question, si deux arrêts initiaux se suivent, mais que c'est pas pour le même motif, est-ce qu'il est considéré comme une prolongation? Alors oui, il sera considéré comme une prolongation, même si c'est pas le même motif médical. Comme je l'ai expliqué, hein, nous, côté administratif, on n'a pas accès au motif médical, donc on ne Médical, peut hein. pas le savoir si c'est le même motif ou pas. Donc on est un petit peu à la même enseigne que vous, employeur, on va l'enregistrer dans la continuité. Le seul cas où on risque peut-être de réappliquer le délai de carence, c'est si maintenant le service médical nous fait un message en disant attention, l'arrêt à compter de cette date-là, c'est pas pour le même motif. À ce moment-là, sur avis du service médical, on régularisera et on appliquera le délai de carence. Donc, ça fera un indu à l'assuré ou éventuellement à l'entreprise s'il y avait une subrogation. Mais dans un premier temps,
comme on n'a pas le connaissance du motif médical, hein, pour des raisons du respect au secret médical, côté administratif, nous, on n'a pas le motif, donc on l'enregistrera comme une prolongation, même si votre salarié vous dit, non, non, c'est pas pour le même motif. Nous, au niveau administratif, on n'a pas de motif, donc ça sera enregistré à la suite et il n'y aura pas de réapplication du délai de carence jusqu'à contre-ordre du service médical. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un retour par mail à la place du courrier pour un gain de temps? Alors, pour le moment, on n'a que la possibilité de vous envoyer un courrier. Maintenant, comme je le disais, si vous n'avez pas eu le courrier, n'hésitez pas à nous appeler. On fait parfois des retours par mail. Mais le départ, c'est vraiment que un courrier pour le moment. Alors, il y a une question alors, qui sort un petit peu du cadre de ce webinaire. Est-ce que les organismes de sécurité sociale sont soumis aux mêmes réglementations? Alors, j'ai Mais envie de ça, on peut. répondre non, parce que déjà, pour la fonction publique, à savoir que nous, assurance maladie, pour les salariés contractuels hein, du régime général, il y a 3 jours de carence. Fonction publique, il y a qu'un jour de carence. En fait, chaque règle, chaque Chaque organisme a organisme un a petit ses peu propres ses règles. règles. Donc, on ne va pas s'aventurer. Nous, on vous donne toujours les La informations. réglementation régime CPAM. général, CPM. Voilà, régime général, régime local, pas spécialement fonctionnaire ou MSA. Alors, Agnès, la dernière question, peut-on avoir la liste des mails de toutes les CPM pour pouvoir communiquer en tant qu'employeur quand nous voulons communiquer des éléments pour l'indemnisation des arrêts ou bien pour demander une information sur l'arrêt du salarié, car le temps d'attente est long. Alors, chaque organisme a ses propres adresses mail que nous n'avons pas. Mais beaucoup passent tous par le 3679. En fait, c'est une plateforme, pardon, régionale. Donc, on vous invite à les contacter et ensuite, ils transmettent à chaque organisme. C'est plus simple par là. Alors, c'est vrai que parfois c'est long, ça bouchonne un petit peu au niveau du 3679, mais beaucoup d'organismes n'ont plus d'adresse mail. Nous, Caisse Primaire, on n'a plus d'adresse mail pour les employeurs. C'est forcément le 3679. N'hésitez pas à être malin et à les appeler entre midi ou en fin de journée. Il y a un petit peu moins de temps d'attente que si vous appelez à 10 heures ou Ouais, en début il y a d'après-midi. des heures un petit peu plus creuses que d'autres, en fait, on va dire. Voilà, au Voilà, niveau on n'a plus de des... questions. On espère avoir été clair sur ce Beaucoup well-being d'informations, hein, beaucoup d'actualités, hein, j'allais dire, hein, pour cette intéressant. rentrée. J'espère que ça vous a plu. On vous rappelle donc bien évidemment notre C'est utile du 17 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire. Sinon, bah, le 7 octobre, on fait encore un petit webinaire avec Océane. Donc le thème du webinaire du 7 octobre, c'est les bonnes pratiques dans la saisie de vos attestations de salaire. Donc webinaire du 7 octobre, c'est utile le 17 octobre. Et on vous remercie. Voilà, merci encore de votre participation. J'espère qu'on vous a appris des nouveautés. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Alors, peut-être sur un webinaire ou peut-être en présentiel hein, lors de notre site utile. Voilà, on vous souhaite Bonne encore une journée. bonne journée et on vous Au remercie. revoir. Au revoir.